Bonjour à tous. Moi, je suis excessivement heureux d'être là, de venir parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis, je pense, plus de 15 ans. Et je vais essayer de vous emmener à faire un petit voyage dans la pression de perfusion cérébrale optimale. Vous allez voir qu'il y a encore plein de choses à découvrir, mais qu'on peut déjà dire pas mal de choses. Alors, mes conflits d'intérêts, j'ai, comme je viens de vous le dire, un énorme conflit d'intérêts intellectuel, parce que je pense que je suis trop believer dans le sujet, mais vous saurez me modérer. J'ai un conflit d'intérêts avec Sophia, pour lequel je suis consultant, et un conflit d'intérêts avec Atis, puisqu'il me prête une machine pour la recherche. Et un conflit d'intérêt aussi avec le logiciel Optimum dont je vais vous parler, puisque je l'ai co-écrit avec un ingénieur. Voilà, avant de commencer, je voudrais remercier Grenoble. Grenoble pour être là aujourd'hui, Grenoble pour m'avoir accueilli il y a 15 ans comme interne. Une énorme pensée à Bertrand Fauvage, sans qui je ne serais pas là et sans qui beaucoup de choses seraient différentes, je pense. Et puis une pensée émue aussi pour Cambridge, où j'ai passé un an, et il y a beaucoup de choses sur l'autorégulation que j'ai appris là-bas, donc je vais essayer de les partager avec vous. Alors en préface, on va revenir un peu sur ce qui s'est dit hier, parce que ça me paraît important. En réanimation générale, si vous regardez un patient, il est équipé de pas grand-chose. Il a une saturation, un cath pour mesurer la pression de perfusion des organes, et puis de temps en temps, on mesure le débit cardiaque. En réa neuro, c'est un peu différent quand même. On met des monitorings partout, on fait des trous dans la tête, et généralement, on met une pique pour pouvoir mesurer la pression de perfusion du cerveau. Et alors pourquoi il y a cette différence? En fait, parce que vous connaissez tous cet adage brain is time, time is brain, pardon. Et en fait, si on reprend un peu de recul, la clinique de la souffrance cérébrale, elle est très sournoise puisque c'est le coma. Et un patient qui est sous anesthésie, ben, quand l'anesthésie s'enfonce, on ne fait pas de différence entre une souffrance cérébrale et une accentuation de la profondeur d'anesthésie. Et alors que quand on a une ischémie aiguë de membre et qu'on est conscient, le patient il va hurler, tant que vous n'aurez pas pris en charge cette souffrance, il ne va pas vous laisser tranquille. Et pour autant, eh ben, il y a 3 à 6 heures pour réagir sur un membre ischémique, et il y a quelques minutes pour agir avant que les lésions soient définitives au niveau cérébral. Alors, en fait, j'appelle ça la fausse silencieuse, hein, la souffrance cérébrale, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Des fois, elle est même plutôt sympathique, puisque l'exemple de l'hypocapnie est assez classique, hein. Quand on fait de l'hyperventilation, ça baisse la pique, tout le monde est content, la pression de perfusion est bonne, et le malade est en train de mourir. Si on ne regarde pas les bonnes choses en neuroréanimation, en fait, on va avoir des patients qui vont mourir malgré des chiffres qui sont corrects. Et donc, on a développé tout ce monitoring en fait, pour essayer de s'ouvrir les yeux sur cette balance entre consommation et apport. Et on a essayé de devenir un peu moins aveugle. Et comme disait Lionel hier, entre aveugle et malvoyant, je choisis malvoyant. Et donc, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, même si je pense que sur la suite, on a quelques différences. Donc, en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais monter avec Gilbert Montagnier dans une voiture autonome à 160 km/h ou avec Sébastien Loeb, personnellement, que ce soit un aveugle ou un malvoyant, je préfère monter dans la voiture de Sébastien Loeb. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous n'avez pas de pic, vous êtes malvoyant sur la pression de perfusion cérébrale. Donc il faut faire très attention. Il y a des patients qui ont des scanners qui paraissent normaux, en particulier quand il y a des troubles de la résorption du LCR, avec des sillons qui sont visibles, et pour autant des pics qui peuvent être très élevés. Donc, revenons à nos moutons. L'objectif numéro 1 de notre réanimation, c'est de maintenir le débit sanguin cérébral. Et donc, pour pouvoir s'intéresser à ça, il faut regarder les déterminants du débit sanguin cérébral. Et donc, parmi ceux-là, vous les connaissez, il y a un tout petit peu le débit cardiaque, beaucoup le CO2 et beaucoup la pression de perfusion cérébrale. D'où mon topo, il faut optimiser la pression de perfusion cérébrale. Moi, j'aime bien, quand je fais les cours aux internes, splitter le monitorage neurologique en 2 catégories. À l'image d'une voiture, vous avez le compte tour qui va monitorer les déterminants du débit sanguin cérébral, dans lequel vous avez la pression de perfusion cérébrale, qui pour moi est du monitorage non spécifique, dans lequel j'intègre la pique, parce que pour pouvoir connaître la PPC, il faut connaître la pique. Et puis vous avez le TCO2, la saturation, les autres déterminants, et à côté, vous avez le monitorage de la vitesse, et je pense que quand vous conduisez, vous regardez la vitesse avant de regarder le compte tour, qui est le débit en lui-même, et donc globalement, au lit du malade, on a 2 monitorages qui sont le débit sanguin cérébral mesuré au Doppler et par la PTiO2. Accessoirement, de moins en moins, la SVJO2 et la microdialyse, qui a peut-être un avenir, comme on l'a vu hier. Donc, revenons sur la PPC. Pour définir la PPC, on va avoir cette formule que tout le monde connaît, qui est la PAM moins la PIC. Alors, premier élément de l'équation,
là aussi où il faut lever un débat, c'est où est-ce que je mesure la PAM? Alors, la PAM, en fait, depuis 1959, est le premier papier qui a décrit l'autorégulation. Les auteurs déjà mettaient le cathé artériel au niveau du tragus de l'oreille. Il y a des recommandations qui étaient bien faites en 2014, enfin une revue de la littérature qui redisait ça. Et nous, nos ancêtres de la SFAR, en 1994, parce que c'est comme ça qu'on les a appelés hier, déjà disaient qu'il fallait mettre la tête de pression au niveau de l'oreille. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un débat qui n'est pas français, puisque ça, c'est un papier que j'adore, où ils ont demandé à toutes les études qui s'étaient intéressées à la PPC optimale, où est-ce qu'ils avaient mis la tête de pression. Et là, vous voyez que globalement, on a une répartition moitié-moitié. On verra éventuellement à la discussion, c'est pas important en fait tout ça. Mais il faut juste savoir où on la mesure, parce que si on ne sait pas où on la mesure, on va avoir des difficultés et des gros écarts, puisqu'à 50 degrés de déviation, ce qui est un peu clairement poussé le trait, on a 18 mm d'écart de mercure entre la tête et le cœur. Donc quand on vous dit qu'il faut mettre 60-70 dans les recommandations, si déjà on ne parle pas de la même chose entre 10 et 15 mm de mercure sur le déterminant de la PAM, ça pose des questions sur les recommandations. Je vais très vite, mais globalement, quand vous n'avez pas de lésion cérébrale, on peut retenir que ce n'est pas important de savoir où je mesure la PAM, parce que les pressions hydrostatiques vont s'annuler. C'est l'effet siphon, le fameux effet siphon. Mais quand vous avez un bouchon dans l'effet siphon, c'est-à-dire quand il y a une vascularisation cérébrale qui est bouchée par la pression intracrânienne avec des veines qui sont écrasées, dans ce cas-là, il faut mesurer au même endroit la PAM et la pique. Et donc, c'est pour ça que les auteurs qui ont décrit initialement, puis nos ancêtres de la SFAR, ont dit ça. Et pourtant, là encore, Marseille est contre le reste du monde, puisque j'ai souvenir sur la mise en place du protocole OxyTC de discussions sans fin entre Nicolas Bruder, qui représentait Marseille, et Jean-François Payen, qui représentait le reste du monde. Et on avait conclu que, comme on ne savait pas conclure, on allait mettre les malades à 15 degrés. Comme ça ne faisait pas une grosse différence dans les deux groupes. Voilà, revenons à des choses plus sérieuses. Donc la PPC optimale. Si je vous refais une histoire de la PPC sur les 30 dernières années, dans les années 90, c'est le concept de Rosner qui était roi. En gros, on partait du principe que plus je mettais une PPC élevée, plus je diminuais la pique. Et comme l'objectif de notre prise en charge à l'époque était de leur prise en charge, parce que j'y étais pas, était de baisser la pique, c'était globalement plutôt des PPC élevés dans les recommandations 70-80. Puis l'université de Lund est arrivée et a dit attention, danger, il y a des lésions pulmonaires quand on fait des PPC trop élevés, il faut baisser nos niveaux de PPC à 50-60. Puis il y a eu une synthèse, on va dire, dans les années 2010, avec les recommandations qui n'ont pas bougé depuis 2009, de mémoire, avec 60-70 de PPC. C'est les guidelines américaines qui ont été reprises par les guidelines françaises. Ces guidelines, elles reposent sur une succession de papiers de evidence-based medicine, comme je vous ai décrit tout à l'heure, où on ne sait même pas comment mesurer la PAM. Donc, aller donner des objectifs aussi précis, alors qu'il y a une différence telle dans la mesure de PAM, me laisse très perplexe quant à la pertinence de ces recommandations. On a repris les mêmes recommandations en France dans les RFE, et moi, je pense cocorico, parce que dans nos recommandations, déjà, on dit qu'il faut individuer les objectifs de pression intracrânienne et de pression de perfusion cérébrale correspondant à la meilleure autorégulation cérébrale en se basant sur les données du monitorage multimodal. Donc, on est déjà dans une personnalisation dès 2016, donc ça fait maintenant 6 ans. Et ça, c'est, excusez-moi pour les petits sauts de mise en page, donc en 2020 et après, on peut retenir que c'est le débit sanguin cérébral étant le but de notre traitement. Personnaliser la CPP, c'est personnaliser la CPP qui permet d'optimiser le débit sanguin cérébral. Et ça a été repris dans une conférence, un Delphi Consensus qui a été fait publié en 2021, où ils disent qu'il n'existe pas de valeur absolue de PPC et qu'il faut la personnaliser. Et que l'autorégulation est probablement un moyen de le faire, même si aujourd'hui, on n'a pas encore assez de données pour dire comment il faut le faire. Donc ça va être l'objet de la suite de ma présentation, où je vais vous faire des propositions. En fait, si on reprend de manière pragmatique ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à des estimations du débit sanguin cérébral avec la PTiO2 et le Doppler, et qu'on peut reconstruire la courbe de la Lassonde curve, donc la courbe de l'autorégulation pour chaque patient, et donc titrer la PPC sur les données de cette courbe d'autorégulation. Alors, il y a un grand débat qui n'est pas fini, parce que j'étais à ICP cette semaine, et en fait, on a eu des débats sans fin avec l'équipe de Cambridge sur où est la bonne PPC, parce que eux, c'est des believers de l'autorégulation, donc ils veulent se mettre ici, au milieu du plateau,
quand une bonne partie de la littérature et les cliniciens dont je fais partie sont plutôt à dire que pourquoi se mettre là si on a le même débit à peu près à la partie gauche du plateau, à la limite de l'autorégulation. Ce point s'appelant, comme vous le savez, la low limit of autorégulation, donc c'est la limite inférieure du plateau d'autorégulation. On a également la limite supérieure du plateau d'autorégulation, mais en clinique, en fait, on est beaucoup moins souvent, enfin, on est moins souvent embêté par ce point-là parce que c'est plutôt ici que ça se passe. Alors, la CPP Opt, donc c'est Cambridge, hein, comme a dit, c'était Fabio hier qui en a parlé. Globalement, c'est une vision biophysique de l'anesthésie-réanimation, des études principalement rétrospectives. Il n'y a que Cogitate qui est sorti l'année dernière, qui était leur première étude prospective. Il y a 2 autres papiers prospectifs, un de Porto et un russe, qui montrent l'intérêt de l'utilisation de ce marqueur dans l'optimisation de la pression de perfusion cérébrale. La littérature est assez riche, hein, j'ai mis les principaux papiers qu'il faut lire si vous vous intéressez à ce sujet. Et donc le dernier qui est Cogitate, le papier de l'équipe de Cambridge. La LLA, la Best PPC, donc ça c'est la vision moi, que je défends, qui est plus physiologique, plus médicale. Globalement, c'est de dire on se met un peu au-dessus du plateau d'autorégulation et on a le débit suffisant, et donc on ne crée pas d'ischémie secondaire, et on n'a pas les effets secondaires d'un excès de perfusion cérébrale, c'est-à-dire ce que Lund avait décrit avec des SDRA beaucoup plus fréquents lorsque la PPC était supérieure à 70. Alors, c'est intéressant parce que ça, c'est Jonathan Donnelly qui a énormément publié sur le sujet. Il a fait sa thèse de science à Cambridge et en fait, il a repris tout l'historique de la base de données de Cambridge. Et alors qu'ils défendent la CPP-Opt, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que le meilleur prédicteur de la morbimortalité dans le trauma crânien, en fait, et de l'outcome, c'est le temps passé sous la LLA et pas le temps passé sous la CPP-Opt. Donc, c'est bien le temps passé à gauche du plateau et pas à gauche du milieu du plateau. Il y a un papier tout récent là, qui est sorti le mois dernier, qui est toujours de l'équipe Marek Kosnika, donc le labo de Cambridge, c'est un papier qui est orienté sur l'anesthésie. En gros, c'est un Procon fait par eux-mêmes, donc ils sont plutôt pros hein, quand même. Et globalement, j'adhère à leur concept, bien évidemment, mais j'ai un conflit d'intérêt, je vous rappelle. Mais ils disent quand même que la variabilité de la LLA, c'est ça qui est important dans ce concept, c'est ça varie en neuroréa, ça varie en général. Il faut l'évaluer parce que de toute façon, on ne peut pas la prédire. Et ils disent aussi que c'est une courbe qui est un peu plus smooth que celle qu'on écrit habituellement, mais ça, en physiologie, c'est rare qu'il y ait des angles droits. Donc, ça rejoint les concepts physiologiques habituels. Alors, comment est-ce que je détermine ma PPC optimale? C'est un peu le sujet. En fait, ce n'est pas quelque chose de récent, puisque ça, c'est des premiers papiers des années 80. Le Doppler de mémoire, c'est 1982, à SLID. Et ça, c'est un papier, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans après. Il montre qu'on peut estimer le low limit of autorégulation au Doppler en reconstruisant la Lassonde, en sachant qu'ils se sont comparés à des mesures au scanner au xénon, donc avec une mesure de référence, et que globalement, ils étaient très reproductibles dans la mesure de cette LLA. Alors en fait, il y a 2 visions, à mon sens. Il y a la vision cambridgienne, qui est la vision, je regarde dans le rétroviseur pendant 4 à 12 heures, je mesure la CPP-Opt sur ces 4 à 12 heures, et je vais dire, pour les 4 à 12 heures qui viennent, je vais mettre cette CPP que j'ai mesurée dans les 4 à 12 heures qui viennent de passer. Pour faire ça, en fait, ils vont regarder les tendances du patient, ils vont espérer que le patient bouge. C'est lié alors à toute la structure de leur littérature. En fait, comme ils ont travaillé que sur une base de données, que sur des papiers rétrospectifs, en fait, ils n'ont jamais pu contrôler les modifications de PPC. Donc, on va appeler ça la vision cambridgienne. Et puis, il y a la vision fauvagienne, qui est la vision de Bertrand qui m'a appris il y a 15 ans. C'est en fait, il faut challenger la pression pour voir où est-ce que le patient est bien. Et donc, à l'image de ce qu'on fait en hémodynamique avec des fluid challenge, à l'image de ce qu'on fait en ventilation avec des épreuves de recrutement, eh ben, en fait, il faut challenger la circulation cérébrale pour savoir où est-ce que le patient est dans son plateau et où est-ce qu'il sort de son plateau. En sachant que l'excès comme le défaut sont néfastes. Trop de PPC, c'est pas bon. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est toujours à vouloir toujours faire un peu plus, mais trop, c'est pas bon. Et pas assez, c'est clairement pas bon puisque c'est la fameuse death zone. Ça, en pratique, ça donne quoi? Si vous faites des pressure challenge, genre, après avoir essayé plusieurs façons de faire, je vous conseille la décroissance de la pression de perfusion cérébrale. C'est beaucoup plus reproductible, c'est moins violent, c'est plus facile à contrôler. Et quand on voit que ça ne se passe pas bien, on peut arrêter. Alors que le bolus de noradrénaline ou la montée franche de noradrénaline, ça reste un peu plus difficile à prédire. Mais ça, c'est ma vision, on peut en discuter. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'au lit du malade, on peut voir cette low limit à autorégulation. Là, vous avez la pression de perfusion cérébrale et la PTiO2 qui est au-dessus. Et ici, vous avez la pique et là, la PAM. Donc, quand je diminue ma noradrénaline ici, qu'est-ce que je vois sur la pique? Je vois que dans un premier temps, elle va monter.
ça correspond à la vasodilatation cérébrale qui correspond au mécanisme d'autorégulation. Donc ma pique monte comment ma PPC baisse, et puis d'un seul coup, la courbe s'inverse, c'est-à-dire que ma PAM continue à baisser et je vois ma pique qui baisse. Mais là, on est pile à ce qu'on appelle la low limit of autorégulation, c'est-à-dire la limite à partir duquel j'ai plus assez de pression dans mes vaisseaux pour qu'ils soient gonflés, et donc le volume sanguin cérébral va baisser en même temps que je baisse ma pression de perfusion cérébrale. Ce qui est fascinant, c'est que quand je remets la noradrénaline en route, eh ben, je remonte ma PAM et on voit qu'il y a, dans un premier temps, ça suit la courbe, et puis quand j'arrive à ce fameux point, hop, la courbe s'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve deux fois la même PPC, avec cette fois-ci une pique à 20, une PAM à 77, et cette fois-ci une PAM à 80 et une pique à 23. Donc on a ce mécanisme, on peut le toucher du doigt au lit du malade. On peut faire comme à Clermont, ça c'est chez Russell, j'ai fait une photo du tableau. Ils font des épreuves dynamiques, ils notent la pique, ils notent la PPC, ils notent le DTC, et après ils estiment la pression de perfusion estimale en faisant un petit dessin au passage. Donc ça c'est, on va dire, les techniques manuelles que je pense beaucoup d'entre vous font. Juste pour information, qui challenge la PPC dans vos services? On va dire un gros tiers. C'est beaucoup mieux qu'il y a 15 ans. En fait, c'est Kosnica qui a dit, en fait, plutôt que de regarder ça manuellement, on va le faire automatiser en utilisant des marqueurs d'autorégulation continue. Donc c'est le fameux MX et PRX qui accessoirement sont le nom de ces deux chats aussi. Donc il a une vraie passion puisque ça va rentrer jusque dans sa maison. C'est un personnage, Marek, hein, ceux qui le connaissent pourront en témoigner. Donc il a fait ce premier papier en 99 et globalement, si on reprend l'utilisation, comme a dit Fabio hier, la VM à peu près égale le débit sanguin cérébral. Donc je vais essayer de vous compter en quelques minutes comment se calcule le PRX ou le MX. C'est un challenge parce que c'est pas simple et s'il y a plus des questions, on le fera éventuellement en off derrière. Donc, le débit sanguin cérébral, la PPC, je remplace débit sanguin cérébral par la VM. Je vais commencer par vous décrire le MX. Qu'est-ce que c'est le MX? En fait, c'est la corrélation en continu entre les deux courbes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des angles droits, ce n'est pas un plateau, c'est plus doux que ça. Et donc, en fait, on va avoir une très bonne corrélation, puis une corrélation moyenne, puis à nouveau une très bonne corrélation. En fait, comment ça se calcule? Vous faites en permanence un recueil de la VM et de la PAM. Vous allez, alors sur les réglages de Cambridge, moyenner sur 10 secondes chaque valeur de PAM, chaque valeur de VX. Vous allez avoir donc une succession de 30 fenêtres qui vont s'accumuler pour arriver à un nuage de points. Ce nuage de points, vous allez tracer la courbe de régression, donc le R2, et ça va vous donner une valeur qui est la coefficient de corrélation entre les deux. Quand ce R2 est proche de 1, ça veut dire que la corrélation est parfaite, et ça veut dire que vous êtes dans une zone où il y a une forte interdépendance entre le débit et la PAM. Donc en gros, vous êtes soit là, soit là. Donc vous n'êtes pas où il faut. Donc quand le MX est élevé, c'est que vous n'êtes pas où il faut. Quand le système est glissant, c'est-à-dire que le 31e point va remplacer le premier, le 32e le deuxième, et ainsi de suite, et vous allez faire glisser votre fenêtre de corrélation avec une fréquence de mise à jour qui est de 1 minute, puisque la valeur va changer tous les 6 points. Je ne rentre pas plus dans le détail. Si vous êtes sur le plateau, vous avez une décorrélation, c'est-à-dire que la VM et la PAM vont bouger de manière complètement aléatoire, et donc vous allez avoir une corrélation qui est très basse, un indice de corrélation proche de 0. Alors, dans la corrélation VM versus PAM, on n'a pas de valeur négative, puisque généralement, comme je vous disais, ça monte un petit peu, mais en fait, on a une valeur, comme je vous montrais sur ce premier schéma, qui est à 0,4. C'est le cutoff qui veut dire que la décorrélation est suffisante pour être sur le plateau. Quand on a un MX inférieur à 0,4, c'est qu'on est sur le plateau d'autorégulation. Excusez-moi. Alors, le PRX, dans la foulée, pour que vous compreniez le deuxième marqueur, en fait, c'est la même chose, mais au lieu de corréler le débit sanguin cérébral, on va corréler le volume sanguin cérébral qui correspond à la vasoconstriction sur le plateau. Comme on a vu tout à l'heure sur l'exemple que je vous ai montré, quand la PAM baisse, la PPC baisse, et donc les artères vont se dilater jusqu'à arriver à la limite of autorégulation. Eh bien, on va avoir la même chose, on va corréler les deux, et ça va nous donner une corrélation très forte au départ, puis une corrélation moins forte au milieu, où là, pour le coup, elle peut devenir négative, puisque vous allez avoir une vasoconstriction, donc le volume sanguin cérébral va baisser, la pique va baisser, puis après, elle va redevenir positive. Et le cutoff de PPC, enfin de la low limit of autorégulation, c'est 0,25. Alors vous allez me dire, mais comment on a calculé ça? En fait, c'est que des études rétrospectives qui ont permis d'établir ces cutoffs en faisant en regardant quel était le pronostic des malades quand ils avaient un PRX supérieur à telle valeur. Et 0,25 qui ressort comme étant la valeur la plus prédictive du pronostic.
Donc la pique, le même graphe que tout à l'heure, sauf qu'on a celui-là en plus. Quand on est sur le plateau, on a un R2, un PRX qui est négatif. Alors, il y a un très beau papier de l'équipe de Bernard, de KB, qui s'est amusé à comparer le MX et le PRX. Ça, c'est intéressant parce que ça montre les faiblesses du système. En fait, il montre qu'il y a une très mauvaise corrélation entre les deux. Et lui, et ça, je partage complètement cet avis, il pense que le MX est un peu plus sensible, un peu plus précis que le PRX. C'est assez logique, hein. D'un côté, vous mesurez le débit versus la PAM, de l'autre côté, vous mesurez une dérive du débit, c'est-à-dire la dérivation de débit à travers le volume. Donc, on va mesurer vraiment ce qui nous intéresse versus la PAM, versus on mesure un effet indirect de la variation de pression sur le volume sanguin cérébral. Ce qu'il faut retenir dans ce papier, moi qui m'a intéressé, c'est que quand il mesure la CPP opt, globalement, il trouve qu'elle est 10 mm de mercure plus élevée que ce que les cliniciens ont fait. Donc, il y a quand même une sous-estimation comme ça au lit du malade par rapport aux indices d'autorégulation. En 2002, Steiner, il a eu une super idée. Il s'est dit, les valeurs de PRX, je vais les pouler sur mon enregistrement et je vais les mettre contre la PPC. Et donc, je vais avoir une courbe qui va me permettre, une courbe en U, où là, je vais avoir l'autorégulation maximum, c'est-à-dire l'endroit où le PRX est le plus bas, et les bornes de mon plateau d'autorégulation, ce qui permet de redessiner le plateau en direct. Et donc, leur logiciel, il permet de faire ça sur les tendances. Et à partir de ces tendances, ils définissent la PAM optimale. Cogitate, étude qui est sortie l'année dernière. Donc, c'était une étude de faisabilité de phase 2 qui permettait de voir si c'était possible et safe d'optimiser la PPC sur les données du monitorage des 12 dernières heures. L'info intéressante de ce papier, encore une fois, c'est la décorrélation avec les recommandations internationales. En bleu foncé, vous avez le temps passé par chaque patient avec un besoin de PPC supérieur à 70, et en bleu clair, enfin en bleu plus clair, là, pas le bleu clair, mais l'autre, celui-là, le bleu roi, c'était le temps passé avec un objectif de PPC inférieur à 60. En fait, le temps passé dans les targets que vous utilisez selon les recommandations, c'est même pas la moitié du temps de chaque patient. Et en fait, c'est la même manière qu'on nous a présenté la dose de pic hier, il y a la dose de temps passé en dessous des objectifs d'autorégulation. Et on a la même chose, c'est-à-dire quand on passe beaucoup de temps sous le plateau d'autorégulation, eh ben on meurt beaucoup plus et on a un pronostic neurologique qui est bien moins bon. Comment je mesure ça au lit du malade? Aujourd'hui, à ma connaissance, vous avez 4 manières de le faire. Il y a depuis peu le moniteur de Romedic, que je n'ai pas essayé, ICM+, que tout le monde connaît au moins de nom, Moberg, qui a priori a sorti une solution en même temps que l'export, et puis moi j'ai développé ce logiciel qui tourne sur la machine Lattice, qui nous permet de faire nos protocoles de recherche. Nous, on mesure trois indices d'autorégulation sur notre logiciel, MX, PRX, et le delta VM sur delta P qui correspond à la pente de la courbe de Larsen. Donc, comment il se présente? On fait un enregistrement de 4 heures pour respecter ce que préconise Cambridge. Et systématiquement, le pressure challenge au départ, la PIC, la MV, on a un écran d'analyse où on a les variabilités. Et ici, on retrouve la fameuse courbe que Steiner a développée en 2002 qui correspond à MX PRX versus la PPC. Et donc, ça permet de mettre les deux cutoffs, 0,4 pour le MX, 0,25 pour le PRX. Et pour ce patient, on voit que c'est à ce moment-là, donc là, il a un PRX proche de 0, un MX inférieur à 0,4, c'est la low limit of autorégulation. Et là, c'est la CPP up, c'est l'endroit où il autorégule le mieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? CPP up, BSPPP, je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. En tout cas, des petits éléments de réflexion. Quand vous enregistrez 4 heures avec le challenge pressionnel, vous avez cette courbe que je viens de vous montrer, ce qui nous permet de définir une CPP up à 86-90, une CPP, une baisse CPP que j'appelle, ou la low limit of autorégulation à 71-75. Si je prends que 30 minutes de recording, donc là, je vais avoir un CPP up qui est mesuré beaucoup plus vite sur mon fluid challenge, enfin sur mon challenge pressionnel, ce qui permet de s'affranchir de ces 4 heures de monitorage et en fait d'avoir une réponse beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un peu l'idée qu'on a derrière l'étude qu'on est en train de mettre en place, c'est de dire, est-ce qu'en faisant 30 minutes d'enregistrement et un challenge pressionnel, on n'arriverait pas à répondre à la question qu'est-ce qu'il faut aux patients pour les heures à venir? C'est important parce que, comme disait, je crois que c'était Thomas, toute une journée avec le Doppler, c'est pas possible, et puis ça chauffe. Non, c'était Fabio, je crois. Alors que 30 minutes à 1 heure, c'est complètement faisable. Donc, ça permet d'explorer des ranges de CP plus importants. Et je vais passer un peu vite, mais là, si vous voulez, là, j'explore de 61 à 90 avec mon challenge pressionnel, alors que si je l'enlève, j'explore plus que 9-10 mm de mercure, ce qui a peu d'intérêt, et je suis dépendant de ce que veut le patient.
Donc nous, on a monté une étude avec Johan et Jean-François Payen, qui va commencer dans les semaines à venir, qui a comme objectif de recueillir un maximum de patients avec un challenge pressionnel pour essayer de déterminer des outils de monitorage rapide de l'autorégulation. Juste en 5 diapos, à mon avis, cette technique, on ne doit pas la limiter à la réanimation neurologique. Il y a pas mal de papiers qui sortent dans le sepsis, d'autres en chirurgie cardiaque, dont 2 papiers, un dans le JAMA Surgery et un dans Critical Care Medicine l'année dernière, qui montrent que quand on utilise la CPP-UP comme la PAM optimale comme un objectif de pression, on diminue la souffrance rénale et on diminue le délirium post-op en chirurgie cardiaque. Et ça, c'est juste vous montrer ce que je retrouve sur le choc septique, c'est des données personnelles. C'est la LLA sur 40 patients. Vous voyez qu'il y a une courbe de Gauss qui montre que 71 à 75, c'est la limite inférieure que je trouve pour la moitié des patients. La médiane est à 71-75. On ne fait jamais ça dans le choc septique. Il y a des patients qui ont besoin de 80, 90. Donc probablement, ça peut nous aider à mieux déterminer les niveaux de pression artérielle. Pour conclure, il faut toujours garder à l'esprit que la PPC n'est qu'un élément de l'équation, que l'objectif, c'est le débit. Ça, c'est ce fameux cas clinique que tout le monde montre où le patient avait une PPC très altérée à 54 avec une pique élevée et on le met à 30 de PCO2 et on détruit son cerveau. Et donc là, on a manqué notre objectif, on a optimisé la PPC mais pas le débit sanguin cérébral. Et donc les messages que je voulais faire passer, c'est l'unique objectif de notre traitement doit être d'optimiser le débit sanguin cérébral. L'optimisation de la PPC est un outil fondamental. L'évaluation de l'autorégulation du malade permet de personnaliser le traitement. On doit challenger le système, à mon sens. Si Pipop, vous allez là, je vous laisserai vous faire votre idée. Et la place de ces outils en dehors de l'ARIA neuro reste encore à définir. Voilà, encore une fois, je pense que quand on conduit un paquebot, il vaut mieux avoir des yeux ouverts et le monitorage pour les ouvrir que de le faire blind. Et je remercie encore 1000 fois Jean-François pour ce super congrès et pour tout le reste.